Dans ce nouvel épisode de l'Instant Outdoor, je reçois Greg Runner. Greg, ou aussi connu sous le nom de son site tryandrunning.com, est ultra trailer. Il est passionné de course à pied avant tout car il peut très bien aller faire un marathon comme le Marathon des Sables. Il a aussi réalisé un grand défi qui était de faire un ultra trail dans son jardin lors du confinement pour une association. On parle avec Greg de blogging, on parle de course à pied, d'entraînement. Et moi j'étais vraiment très content de recevoir Greg dans l'Instant Outdoor et j'espère que vous passerez aussi un très bon moment en notre compagnie dans l'Instant Outdoor. Bon alors aujourd'hui je suis en compagnie d'un ami blogueur, d'un ami ultra trailer qui s'appelle Greg et qui a le blog tryandrunning.com. Comment vas-tu Greg ? Eh bien, très bien, merci. Et toi, François? Eh ben écoute, comme je te le disais juste avant qu'on commence notre échange, je viens tout juste d'aller courir, d'aller me faire une série de VMA de 3 fois 3, 2, 1 avec une belle intensité. Donc là, tu vois, je suis en pleine forme. Ah bah super. Malgré une nuit qui a été un peu perturbée, un peu tourmentée, mais avec la petite séance de ce matin, ça va beaucoup mieux. Hein. Quand l'esprit est fatigué, il faut réveiller le corps. Ah, bon, ça commence direct par une citation. Là, on va avoir un bel épisode. Bon, alors, Greg, comment est-ce que tu te présenterais pour tous ceux qui ne te connaissent pas ? Je pense que ce serait avant tout un passionné de sport et notamment de course à pied et de trail. Parce que tu m'as présenté comme ultra trailer parce que effectivement j'ai fait de l'ultra trail, mais c'est avant tout le plaisir de courir. D'ailleurs c'est le slogan de mon site, c'est quel que soit le terrain. C'est-à-dire que j'ai autant de plaisir à courir un 5 km sur bitume que un 160 bornes en montagne ou encore un 250 km dans le désert. Hmm. D'accord, c'est vrai que souvent on a ce clivage, presque cette rivalité qui se fait entre les coureurs route et les coureurs de trail. Toi qui fais les deux, comment tu vis ça ? Ouais, enfin, chacun son plaisir, hein. Moi, je peux comprendre que quand on court en montagne, on va chercher quelque chose qui peut être différent que quand on court dans le bitume. Moi, je suis à la fois compétitif et passionné de nature, donc je pense que c'est pour ça aussi que j'ai ces deux profils. Après, parfois, pour digresser, on peut même dire que parfois il y a même une confrontation entre les randonneurs et les trailers. Et moi, je suis aussi randonneur à côté, donc voilà, faut pas forcément opposer des passions. Faut juste profiter de pouvoir faire ces activités-là, tout simplement. C'est vrai que ça, je l'ai vécu ça quand j'ai fait le GR20 en 3 jours et que j'avais partagé ma vidéo sur un groupe du GR20, un groupe Facebook du GR20. J'avais eu beaucoup de remarques concernant le fait d'avoir fait ce GR20 rapidement de la part de randonneurs, j'imagine. Mhm. Et c'est vrai qu'il y a cette rivalité aussi qui se fait entre randonneurs et trailers. Ouais. J'étais surpris de ça. Bah, c'est deux points de vue différents. Le randonneur, il est là vraiment pour profiter de la nature et de couper un peu avec peut-être le milieu urbain ou la vie professionnelle, alors que le trailer, il va chercher aussi un peu plus de compétition avec lui-même, de se bouger, de faire du dénivelé, de faire des bornes. Voilà, je pense qu'il y a ça aussi qui fait que c'est deux approches différentes et que parfois, la méconnaissance de l'autre fait que, voilà, il y a des critiques. Hmm. Alors, comment est-ce que tu as découvert le milieu du blogging ? Ah, alors le blogging, en fait, moi, je travaille dans la communication et le marketing digital. Et du coup, le blog, c'était au départ pour pouvoir faire des tests avant de proposer à mes clients. Et d'autre part, ça c'était aussi à un moment où je me mettais pour la première fois à courir un marathon et pour cette épreuve, je souhaitais faire quelque chose et notamment récolter des fonds pour l'ARC, l'association pour la recherche sur le cancer,
parce que ma maman est décédée avant ses 50 ans d'un cancer du côlon. Et donc, voilà, je voulais donner un sens un peu aussi, euh, plus que sportif, à ce défi contre moi-même, on va dire. Mmh. D'accord et du coup, c'est quelque chose que tu fais encore? Tu vis, de ton activité dans le marketing digital? Alors, j'ai fait une coupure en 2014-2015, pour créer en fait une première boîte qui proposait des services de sport aux entreprises, et que j'ai dû arrêter dès le premier confinement, puisque ben, forcément, bah, il y avait plus d'activités sportives dans les entreprises, tout le monde était en télétravail, et moi je prenais beaucoup le présentiel et la présence de coach sur le terrain et auprès des salariés, et je me voyais pas partir sur du télécoaching, sachant que beaucoup de coachs le faisaient déjà. Donc j'ai préféré arrêter la boîte, puisque ça devenait compliqué au niveau finance. Et donc je suis retourné vers la communication et le marketing ben, depuis début 2021. D'accord, OK, donc tu es ce qu'on appelle une victime du confinement toi aussi? Tu Oui, on va dire ça. Bon, c'est dans la vie, je pense qu'il y a des épreuves, et il faut savoir se confronter à ces épreuves et prendre les bonnes décisions. Moi, je pense que ça n'a pas été une mauvaise chose non plus, parce que c'était quand même assez difficile comme activité, puisque il y avait beaucoup le côté commercial, et moi, j'aime pas trop de faire du développement commercial. Je préfère être dans mon métier, et du coup, finalement, ça m'a permis ça m'a forcé à passer à autre chose et de pas m'enfermer dans cette activité et à faire une chose qui me plaisait pas trop finalement. Mmh. C'est vrai que pendant le confinement, il y a beaucoup, de coachs qui en ont profité pour, se digitaliser. Mmh. Toi qui étais justement déjà dans le digital, tu es passé plutôt du côté présentiel. Et c'est vrai que enfin, pour l'être aussi beaucoup dans le digital, quand on passe au niveau, présentiel, il y a toujours, enfin, je trouve une vraie différence, une vraie plus-value au contact humain et il y a 2 ans, j'aurais peut-être jamais dit ça en disant que tout se passait en ligne maintenant. Mais le présentiel, je trouve, apporte tellement beaucoup plus que le digital. Donc je comprends pour, ton point de vue d'avoir arrêté, et de préférer le présentiel. Bah, en fait, je fais à la fois présentiel et digital. Moi, digital, je le fais en tant que coach, mais le présentiel, pour moi, en entreprise, c'était important, puisque aujourd'hui, on voit souvent des applications pour compter les pas, etc. Moi, je trouve que c'est un peu du bullshit, hein, parce que si tu fais tes pas, tu les fais, quoi qu'il arrive, tu n'as pas besoin d'une application. Souvent, c'est ceux qui sont déjà sportifs qui utilisent cette application. En ayant un coach, alors en plus, moi, je travaille vraiment avec les coachs pour qu'ils coachent tout le monde, pas uniquement celui qui va faire un 10 km en 35 minutes, qui s'intéresse aussi à la personne qui a un peu de poids, qui a jamais fait de sport, qui a parfois aussi des problèmes, des problèmes physiques, un problème de genou, parce qu'avec l'âge, forcément, on a besoin un peu d'huile, et puis le côté sédentaire fait qu'on a, bah voilà, on en a des pathologies qui se développent, et justement le retour au sport doit être bien accompagné, et la présence d'un coach quand il est formé, il est bien formé, il peut aider la personne, alors pas forcément à lui donner tous les conseils, mais à lui dire ben, tu devrais peut-être voir tel type de spécialiste qui pourra t'aider pour ben, que tu puisses justement continuer à bouger, ou tout simplement à l'accompagner, à le motiver, parce que parfois, bah voilà, si tu es une personne qui fait du 7 km/h en courant, bah, va être un peu pointé du doigt par ceux qui sont habitués à courir. Mais parfois, ces personnes qui font 7 km/h en courant vont être celles qui, en étant motivées, vont faire les plus gros progrès. Alors, elles ne feront jamais, je pense, le marathon en 2h05, mais c'est pas là l'important. L'important, c'est que le matin, la personne elle soit motivée à chausser ses baskets, et puis et à se bouger. Et ça,
Malheureusement, dans le digital, c'est pas possible. Quand tu as un rendez-vous avec un coach, là, tu es un peu plus poussé. Et si en plus le coach est bon, qui sait te motiver, qui sait te transmettre la passion, ben, c'est gagné, quoi. Mmh. C'est vrai que, ça, c'est souvent ce que je répète sur le podcast, c'est que, il y a pas une bonne façon de s'entraîner, mais il y a une bonne façon forcément qui nous correspond, Mm. que ce soit une façon digitale, que ce soit une façon présentielle, que ce soit en groupe, que ce soit en individuel, que ce soit avec un coach, que ce soit sans coach. Il y a forcément une façon qui est faite pour soi, pour progresser et qui correspond aussi à celui qui entraîne, forcément. Ah bah ça c'est sûr. Moi, parfois, je refuse de coacher de certaines personnes parce que je dis non, non, ça va pas le faire parce que il faut que je sois présent et je peux pas l'être. Donc moi, je recommande plutôt du coup des coachs qui vont bien faire le job. Ça sert à rien de prendre un client parce que c'est un client pour mal l'accompagner. Parce que un, ça va le démotiver et deux, ça va me faire aussi une mauvaise réputation, ce qui n'est pas le but non plus. Et puis ça reste avant tout du plaisir, quoi. Donc voilà, il y a pas, vaut mieux conseiller dès le départ la personne sur la bonne approche. Et c'est pour ça que moi je fais toujours un petit questionnaire au départ pour voir quels sont les objectifs et comment la personne peut s'entraîner aussi. Parce que parfois il y a des personnes qui disent oh, moi je vais m'entraîner 7 fois par semaine. Et moi, je vais dire, ben, on va commencer déjà par 3 ou 4, et puis on verra ensuite si tu supportes la charge et si on peut augmenter, quoi. Effectivement, ce Voilà, donc conseil de il y a progressivité, plein de paramètres à prendre en compte quand tu coaches par rapport à la personne pour savoir si on se correspond. Et puis renvoyer vers les bonnes personnes, c'est toujours mieux. effectivement, effectivement. J'aimerais bien je t'avais suivi, pendant le confinement justement, parce que tu as fait un truc, qui est assez taré. Heu, je pense que tu sais de quoi je vais parler. Ouais, Heu, l'UTMJ. ouais, Est-ce que tu peux nous en parler s'il te plaît? ouais, bah, en fait, là, moi, j'ai fêté mes 40 ans là au mois d'avril. Et je m'étais dit, bon, faudrait quand même aller chercher ce moins de 3 heures sur le marathon, parce que souvent je faisais mes marathons en guise de prépa pour des trails ou des ultras. Et donc un peu enfin, pas en, pas en dilettante, mais j'étais pas en objectif marathon. Et je me dis, bon, avec l'âge, ça va pas aller en s'améliorant. Du coup, je m'étais préparé pour le marathon de Paris, qui avait lieu du coup je sais plus, le 5 avril, je crois. Bon, on va dire un mois après le confinement. Donc forcément, quand le confinement a été annoncé, ben j'étais super affûté, super prêt. Je pensais même pouvoir aller chercher 2h52 sur marathon. Donc j'étais super motivé. Mmh. Et là, quand il y a eu le confinement, bon, forcément, il y a une grosse frustration qui s'est engendrée. Et puis d'être enfermé du jour au lendemain alors que j'étais à 100, 120 km par semaine de course à pied, bah, c'était compliqué. Et du coup, je me suis dit, bon, faut s'occuper, il faut faire quelque chose. D'autant plus que ma boîte, elle s'était arrêtée net. Hein. Il n'y avait pas de télétravail, puisqu'il n'y a plus de coaching dans les sociétés. Donc, pour m'occuper, bah, j'ai mis en place effectivement cette UTMJ qui est l'Ultra Tour de Montjardin. Et le but de ce défi, c'était bah, de récolter des fonds pour la Fondation du Souffle, qui était assez approprié par rapport au Covid. Et pour chaque euro donné, je faisais un certain nombre de tours. Donc il y avait un barème parce que c'était pas 1 euro un kilomètre, parce que sinon j'y serais encore. C'est encore Voilà. Mais en fait, il y avait des paliers. Et donc, en fonction des paliers, il y avait un certain nombre de kilomètres à faire en fonction des euros récoltés. Et histoire de montrer que ben, le but, c'était pas de se prendre non plus trop au sérieux, ben, j'ai organisé ça le 1er avril. Et donc, je suis parti le 1er avril à 8 heures du matin en ayant un objectif, je crois, 100 kilomètres à faire. Et j'ai retransmis ça en direct sur Instagram, Facebook et YouTube, je crois.
Ça a plus ou moins fonctionné parce qu'en plus j'avais pas beaucoup je crois que j'étais uniquement en 3G pour retransmettre. Et du coup, ben, j'ai fini en faisant 162 km avec tous les dons qui ont été faits pendant la retransmission. Punaise. Ouais, À faire le tour de ton jardin. à faire le tour du jardin qui faisait 100 mètres. Voilà. Faut pas me demander le nombre de tours parce que je me souviens pas, mais ça en fait pas mal. Franchement, au bout d'un moment, tu t'es pas dit, mais c'est vraiment un défi à la con. Pourquoi est-ce que je fais ça? Alors, défi ou enfin, je crois que les ultra trailers l'ont aussi ce truc-là parfois en se disant mais qu'est-ce que je fous là? Oui. Moi, ça allait encore parce que ce qui était original finalement sur ce défi, c'est que il y avait mes enfants, il y avait ma femme qui était là, ils ont couru avec moi quelques tours et puis ils jouaient et puis enfin voilà, il y avait des encouragements, il y avait des gens qui appelaient du coup, qui voyaient en direct parce que d'habitude on n'a pas les vidéos d'une course ultra ou autre, on a juste des passages et là en l'occurrence j'avais les gens au téléphone qui m'encourageaient, enfin voilà, donc c'était on va dire une sorte de nouvelle aventure, une nouvelle manière de vivre encore une fois la course à pied avec toujours cet esprit d'échange, de partage, de convivialité, malgré en plus le fait qu'on était confiné. C'était ce qui était un peu paradoxal, c'est qu'en étant enfermé chez moi à courir comme un hamster, finalement, j'ai échangé avec plein de gens. Donc c'était vraiment sympa. Je me souviens d'ailleurs que avec un pote, il m'a appelé à 1h du matin. Alors moi j'ai essayé de courir sans faire trop de bruit pour pas réveiller les voisins parce qu'en plus il y avait un plancher. À chaque fois que je passais, on entendait bien mes pas qui étaient plus très légers. Et du coup lui il m'avait appelé et il m'a parlé pendant 1 heure en pleine nuit quoi. Voilà, c'est le truc original. Voilà, c'est Thomas, un pote de sport. Eh ben, salut Thomas. Hein. Merci d'avoir tenu compagnie à Greg pendant ce défi. C'est vrai qu'il y en a pas mal qui ont fait des défis comme ça, que ce soit sur le balcon, autour du jardin, etc. Et c'est vrai que ça a bien dynamisé et animé la communauté du trail et de la course à pied en général pendant cette période-là. Mm. Euh, Moi, j'ai trouvé ça admirable de voir. Parce que j'avais eu l'idée aussi de courir autour de mon pâté de maison là pendant X kilomètres. Et puis j'avais pas eu le courage mental d'y aller. Donc j'étais très admiratif de tous ceux qui l'ont fait. Donc bravo à toi. Ouais, merci. Écoute, si ça me faisait pas plaisir, je pense que je l'aurais pas fait, tout simplement. Donc, voilà. Et puis c'était sympa de voir effectivement la communauté de coureurs qui enchaînaient des petits défis sur le balcon, etc. Même enfermé, finalement, on avait quand même cette liberté de pouvoir courir et c'était aussi un message assez positif, je trouve, dans le contexte où on parlait de maladies, de problèmes économiques et puis aussi de mort. Donc voilà, ça mettait un peu de légèreté et c'était pas mal, je trouve. Bien sûr, et puis c'était fait au service d'une association, d'une cause, de quelque chose. Donc, pourquoi pas, quoi, hein. Après tout, on trouve toujours des solutions pour animer la communauté. Mais j'aurais peut-être dû te poser cette question-là au début de notre échange, mais comment est-ce que tu as découvert la course à pied et qu'est-ce qui te passionne dans ce sport? Alors moi, j'ai toujours fait du sport, j'adore le sport. Je me souviens que mes premières courses à pied, c'était des crosses avec le collège, qui étaient plus ou moins préparées. J'avais pas jusqu'au lycée, je crois que j'ai jamais fait d'entraînement. Je le faisais par plaisir, voilà. Donc on avait les entraînements, on va dire scolaires, donc qui sont pas aussi poussés qu'en club. Mais voilà, c'était déjà dans ma logique de m'amuser, de me faire plaisir. Et puis ensuite, je suis quand même parti en fac de sport, où voilà, je me suis aussi éclaté parce que multisport, voilà. Et en sortant de fac de sport, en fait, j'ai eu une overdose de sport. J'ai fait une école de communication marketing, ce qui explique mon boulot derrière, sans faire plus du tout de sport.
et en faisant des charrettes, en bossant assez tard le soir, etc. J'y allais aussi la malbouffe, etc. Et je faisais, j'ai pris pas mal de kilos. Et jusqu'au jour où je me suis retrouvé en photo en maillot de bain. Et je me suis pas reconnu. Je me dis, ah, c'est moi là ou c'est le bonhomme Michelin. Et du coup, je me dis non, mais il faut faire quelque chose. Et du coup, ben, je crois que j'ai vu ça en revenant de vacances des Seychelles. Et du coup, je crois que j'ai vu les photos pendant les vacances de Noël. Au 1er janvier, je m'inscrivais au semi-marathon de Paris et je m'achetais des baskets et c'était parti. Et du coup, j'avais déjà perdu 10 kilos pour le semi de Paris. Et puis après, bah, j'ai eu le virus de mettre des dossards, de l'ambiance, etc. Et depuis, bah, je fais que courir, quoi. C'était il y a combien de temps ça? Ah, ça doit être 2008 de mémoire, 2008 ou 2009, voilà, c'est dans ces eaux-là. D'accord, et quasiment, parce que ton blog, il a combien d'années? Ben, il T'as créé date tout ça en même temps? de 2009-2010. En fait, il a eu plusieurs étapes. Avant, c'était un Tumblr, je ne sais pas si ça existe encore. Donc, Un peu. ça a duré 1 an, c'était pour justement euh, la récolte de fonds, que j'ai transformé ensuite en un blog qui s'est appelé Greg Runner, d'où le pseudo aujourd'hui. Et en fait, j'ai juste changé un moment l'URL parce que je trouvais que ça correspondait plus trop de parler que de moi. Je voulais ouvrir un peu plus et ça a engendré trailandrunning.com. Mmh. C'est, les genoux dans le gif qui ont commencé aussi avec, un Tumblr. Ah bah voilà, donc ça Ouais. va. Ouais, ouais. Comme quoi, Tumblr, moi je connaissais pas du tout avant de recevoir justement Robin des genoux dans le gif, qui m'a expliqué ce que c'était et je connaissais pas du tout et donc c'est pour ça que, j'ai eu ce petit rictus quand tu as dit que tu venais aussi de Tumblr parce que comme quoi, hein, ça peut mener à des belles choses, hein, parce que mais ça existe toujours, hein, ça existe toujours. Ouais, je crois, ça survit pas mal. OK, top et donc de là, tu as commencé donc semi-marathon, ensuite, la venue vers le trail, ça s'est fait comment? Bah, c'est après le marathon, avec la Saint-Élion. J'ai découvert cette course. Moi, j'étais vraiment novice dans le domaine. J'avais aucune culture vraiment athlétisme au sens que l'ont certains puristes. Encore aujourd'hui, je suis pas du genre à lire tous les journaux sur les résultats, etc. Et du coup, je découvrais ces courses. Je me suis dit, enfin, moi, j'étais pas mal randonneur en montagne. J'adore la montagne. J'ai découvert en fait qu'on pouvait courir aussi en montagne, qu'on n'était pas obligé que de marcher. Et ça m'a tout de suite intéressé. Et je me suis dit, bon, on va commencer mollo. On va commencer avec la Saint-Élion. Et c'est vrai, et j'ai adoré cette course. Ça a été très dur. Je crois que j'ai eu autant de crampes que pour mon premier marathon. J'arrivais plus à descendre les marches, etc. Mais j'avais vraiment pris plaisir à courir comme ça dans la nature, dans la boue, dans la nuit. Et ensuite, bah voilà, ça s'est enchaîné tout doucement sur d'autres trails. D'accord et tout ça pour arriver gentiment vers le marathon des sables. Ouais, alors ouais, ça fait partie des courses auxquelles j'avais dit jamais. Et Le fameux jamais. voilà, le jamais. Euh, et, euh, et du coup, ben, j'ai eu l'opportunité d'y aller. Moi, j'aime pas la chaleur, j'aime pas le sable, donc c'était pas gagné. J'y allais vraiment la première fois avec une certaine appréhension. Et puis finalement, donc c'était la première, c'est en 2019. Et, euh, et finalement, ça s'est très bien passé. Donc, je me suis dit, pourquoi pas aussi en 2021. Ça permettrait de remettre un dossard sur quelque chose de magnifique. C'est vraiment une course, particulière, j'ai reçu, Patrick Bauer sur le podcast aussi et qui nous racontait l'histoire de cette course-là et qu'est-ce qui toi t'attire sur cette course dans le désert qui est vraiment particulière, hein, on peut le dire, c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir nous en France, Mhm. ni même en Europe, qu'est-ce qui t'attire dans cette course? Bah, déjà, il y a le côté course à étapes qui est assez original. Alors, ça se développe quand même pas mal, mais il y a ce côté-là, donc la vie en bivouac, de rencontrer des gens. Ce qu'il faut savoir, c'est quand même c'est une course super chère.
Et je crois que c'est 3 500 € le dossard avec le billet d'avion, donc c'est pas rien. Et plus le matériel qui est assez spécifique. Du coup, quand on retrouve des gens là-bas, il y a toujours une histoire par rapport à qu'est-ce que tu fais là, comment tu as financé ton voyage. Parce que parfois on voit aussi des jeunes de 25 ans qui arrivent, qui sont tout jeunes diplômés, qui ont leur premier boulot et on se dit comment t'as fait pour avoir cet argent-là. Et donc il y a des histoires derrière et c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement on passe beaucoup de temps aussi sur le bivouac et c'est le moment où on n'a plus le téléphone et du coup il n'y a plus de réseaux sociaux à part le bivouac. Et échanger comme ça de vive voix, c'est pas mal et justement ça permet de renouer un peu avec le contact comme ça sans être attiré par le téléphone qui envoie une notification ou parce qu'on a vu la personne, on a été la googliser avant et donc on a déjà les infos, donc on va pas trop lui poser des questions parce qu'on sait déjà un peu, ou alors ça peut parfois, pour ceux qui sont plus curieux, on va les gratter un peu, mais justement là on est vraiment sur des relations pures et ça me plaît vraiment. Et donc il y a la vie au bivouac et il y a la vie dans la tente où on se retrouve avec des gens qu'on ne connaît pas, qui viennent d'horizons différents. Et du coup, ça enrichit vachement. Ça enrichit vachement. Et moi, j'aime bien partir sur des ultras ou sur des courses pour toujours repousser mes limites. Et je trouve que cette expérience humaine, elle participe à faire à repousser mes limites, mais au niveau humain et personnel. Et ça, je trouve ça génial. Moi, par exemple, il y a un truc qui m'a marqué, c'est Alain Cailleux que tu as reçu aussi il n'y a pas longtemps. C'était mon voisin de chambrée, on va dire. Et lui, il disait toujours, prends ce qu'on te donne et après tu verras si tu en as besoin. Mais ne refuse jamais ce qu'on te donne. Et ça, c'est un truc qui m'a marqué parce que dans le désert, quand on n'a pas grand-chose, justement, on est toujours en train de dire, ouais, bon, est-ce que c'est pas trop lourd ou... Il dit, prends, on verra ensuite. Et je trouve que c'est une leçon qui est pas uniquement valable dans le désert, c'est aussi dans la vie de tous les jours. Et prendre, c'est pas uniquement en termes marchands ou en termes de biens, mais aussi en termes de richesse humaine. Je pense que ça s'applique aussi à ce niveau-là. C'est vrai que Alain Cailleux, que j'ai reçu, expliquait qu'il y avait toute une grande générosité aussi sur le bivouac, parce que lui, il était arrivé, il avait rien à manger, et puis il a réussi à trouver, en allant à droite à gauche, et avec son grand sourire, d'aller d'aller remplir son sac et puis avoir le quota minimum de calories. C'est ça, ouais. C'est fabuleux, c'est Ah bah fabuleux. oui, bah nous, on était sous la tente, on le voyait, il disparaissait pendant une heure ou deux, et il allait voir un peu toutes les tentes. Enfin, pour moi personnellement, je me dis, il aura jamais la quantité de calories qu'il faudra. Et finalement, il y avait des gens qui arrivaient, qui cherchaient Alain. Il me dit, bah non, il est sur le bivouac. Ah bah donnez-lui ça. Et puis progressivement, il y avait sa place où il y avait toute la bouffe qui s'entassait. Et il a réussi à avoir toutes ces calories, voire même plus. Et c'est lui parfois qui nous a offert l'apéro le soir après la course, quoi. C'est fabuleux, c'est Ouais, fabuleux. C'est vrai que cette ambiance, enfin, la course en elle-même dans le désert, personnellement, ça, je suis pas attiré particulièrement par ce milieu-là. Enfin, je préfère des belles montagnes avec des jolies forêts, type La Réunion. Voilà, c'est plus des paysages qui m'attirent visuellement. Malgré tout, c'est une course qui me fascine et qui m'attire par cette ambiance qui existe sur le bivouac, qui, à mon avis, est unique. Je suis assez aussi d'accord sur l'histoire que les gens ont et pourquoi est-ce ils sont ici. Il y a toujours une raison, en fait. Pourquoi est-ce que tu viens à l'autre bout de la terre? Enfin, pas pour nous, ça va, c'est pas très loin, mais il y en a qui viennent de loin quand même, ouais. pour venir courir dans le désert de 150 bornes. Enfin, il y a des histoires fascinantes. Là, en termes de microcosme d'aventure, là, il y a de quoi s'enrichir, ça c'est sûr.
Et toi, tu as des anecdotes sur le parcours comme ça à nous partager, ou une qui t'aurait marqué particulièrement? Ah ben, ça a été marquant. Moi, quand je suis parti sur cette édition 2021, j'avais fait du coup celle de 2019 et je m'étais dit, bon, finalement, c'est pas si dur que ça. Euh, Parce que oui, il fait chaud. Je crois en 2019, le maximum qu'on avait eu, c'était 47 degrés. Et donc, c'est juste 2-3 heures de moins bien à passer pendant l'étape longue. Mais en gros, après, si tu te débrouilles bien, ben, en fait, tu cours la matinée et à midi, 13h, tu es arrivé au bivouac en fonction des étapes. Et du coup, tu peux être à l'abri au moment où le soleil tape. Donc moi, j'étais arrivé un peu avec la fleur au fusil sur cette édition 2021 même j'avais pour objectif d'être dans le top 50 en me disant que je pouvais me bouger, etc. Sauf que cette édition a été très compliquée parce qu'il a vraiment, vraiment, vraiment fait chaud. On a eu un 58,8 d'enregistré, de degrés. Et c'était ça un peu tous les jours, en sachant qu'en plus on avait un vent du sud qui soufflait. Donc vent du sud, c'était se mettre devant la porte du four à 220. Hein. Euh, et ça, voilà, dès le matin. C'était dès le matin. On avait, on va dire, 3 heures de fraîcheur entre 4 heures et allez, 7 heures du matin, voire 8 heures du matin, qui permettait de redescendre la température. Mais autrement, il faisait chaud en permanence et du coup, ça marquait les organismes. Et moi qui n'aime pas la chaleur, là, j'ai vraiment souffert. Et je me souviens qu'à un moment, on va dire que c'était vraiment le truc qui m'a fait un peu halluciner. Alors après, c'est vrai que quand on est sur des ultras, parfois on a la mémoire ou les sensations qui sont un peu faussées ou exacerbées. Moi, je me souviens, on courait et j'avais les jambes, j'avais jamais eu cette sensation. J'avais l'impression qu'elles cuisaient de l'intérieur. Je me suis posé au bord du seul arbre, à l'ombre du seul arbre qu'il y avait juste avant d'attaquer un lac à sécher. Et je me disais, mais je pourrais me couper un morceau de steak et le manger, il serait saignant, il serait parfait à point, quoi. Tellement j'avais l'impression de cuire. À ce point-là? Ouais, à ce point-là, j'avais vraiment d'ailleurs, en revenant du marathon des sables, j'ai eu du mal à récupérer mes jambes. Je crois que la viande a été encore à point. Mais ça, c'est ce qui m'a marqué. Mais de voir après, moi, c'est ma perception de la chaleur. Il y en a qui le supportent peut-être encore moins. Et à côté, bah, je vois une petite bonne femme de 50 balais, mère au foyer, qui débarque, qui me demande ça va, ouais, hop, et elle trace. Et elle, c'est comme si de rien n'était. Alors que je sais qu'elle était dans le dur quand même. Mais voilà, et enfin, je veux dire, on n'est pas armé. Tous armés de la même façon et il ne faut pas se fier aux apparences dans cet univers. Tu dirais que c'est quelque chose de génétique, d'inné, sur l'adaptation que l'on peut avoir dans ces milieux-là? Parce que c'est vrai que nous, en France, enfin, mis à part ceux qui habitent dans le sud de la France où il y a quelques grosses chaleurs, mais jamais jusqu'à 58,8. Comment est-ce qu'on se prépare à ça? C'est impossible. Bah, moi, je me disais, ce qui est cool, c'est que comme ça a été reporté à plusieurs reprises et que exceptionnellement ça avait lieu en octobre, je me disais, avec la chaleur de l'été, je vais pouvoir m'entraîner et m'habituer. Sauf que bon, l'été a été un peu pourri. Ouais. Et voilà. Après, quand tu as le marathon des sables qui a lieu en avril, effectivement, tu sors de l'hiver, ça marque beaucoup plus. Moi, je pense qu'effectivement, il y a de la génétique, comme le fait d'avoir une VMA de 21 est génétique aussi, même si l'entraînement permet d'améliorer, mais il y en a qui pourront s'entraîner toute leur vie, ils n'atteindront jamais cette VMA, et j'en fais partie. et, et puis il y en a d'autres, ils vont faire une première course et vont claquer un 31 km alors qu'il y a 2 semaines, ils fumaient encore. Enfin, voilà, il y a la génétique et je pense que euh, s'adapter au terrain, bah, c'est aussi génétique. Moi, peut-être que je m'adapterais beaucoup mieux, je sais pas, dans le grand froid et encore, je sais pas. Et c'est cette même personne qui survivait très bien dans le désert ne supporterait pas le grand froid. Donc, je pense qu'on a des dispositions génétiques et que voilà, après, c'est à nous de connaître nos capacités et de savoir dire stop aussi quand
on approche de nos limites. Mmh. Et pourquoi y être, retourné? Parce que moi j'ai comme, habitude ou comme, façon de faire pour le moment, hein, je dis ça pourra peut-être changer, mais de faire qu'une seule fois chaque course. Je me dis Mmh. qu'il y en a tellement à faire, Ouais. tellement de paysages à découvrir, hem, que je me dis: «C'est dommage d'aller refaire quelque chose que tu as déjà vu». Hem Parce que du coup, ça grille une cartouche, d'un autre ultra que j'aurais pu aller faire. Et qu'est-ce qui t'a attiré dans la volonté de vraiment d'y retourner, parce qu'on connaît, hein, des gens qui vont tous les ans faire la Diagonale des Fous, qui ont fait, là j'ai interviewé, Anne Bonzoumé qui a fait 9 fois le Marathon des Mmh. Sables, enfin Ouais. voilà. Et toi, qu'est-ce qui t'a attiré dans le fait d'y retourner? Qu'est-ce que tu voulais revivre? Bah, moi, il y avait le côté, hein, compétitif. C'est-à-dire que la 1re fois, j'y suis allé un peu pour voir un peu comment je réagissais, dans cet univers de sable et de chaleur. Et je me suis dit: «Ouais, j'aurais dû m'entraîner peut-être mieux, dans un esprit compétitif et j'aurais pu aller faire quelque chose sur cette course». Et c'est pour ça que j'y suis retourné en ayant pour objectif de me dire, d'essayer d'être dans le top 50. Donc voilà, c'est ça qui m'a attiré, parce que, moi j'aime bien, comme je te disais, repousser, mes limites et du coup avoir et l'esprit compétitif dans un milieu, hostile et que je n'apprécie pas forcément en termes de climat, bah, je trouvais ça, assez challengeant. Mmh. Ah, c'est intéressant toutes ces motivations qui font qu'on va aller, ou pas vers certaines épreuves. Est-ce qu'il y a des épreuves qui, tu vois, quand tu termines ce genre de course, tu dois te sentir un peu, presque intouchable, ou, surtout quand tu vois le taux d'abandon qu'il y a eu cette année qui était assez, enfin le taux ou d'arrêt, Mmh. à cause de la chaleur notamment comme tu l'as dit. Est-ce Mmh. qu'il y a des courses qui, te font encore, peur, rêver aussi, après avoir fait Ouais, celle-ci? oui, oui, bah, comme tu dis, hein, moi, il y a plein de courses, que j'aimerais faire, en France déjà, et puis, enfin, il y a tellement de choses à voir. Il y a aussi du côté un peu plus, enfin, c'est ce que m'a fait découvrir le confinement et puis l'arrêt des compétitions, c'est, de faire aussi des offs, c'est pas mal aussi. Il y a un autre challenge qui est d'être plutôt en autonomie, alors que quand on est sur un trail, bah, c'est cool, tous les 15, 20, 25 bornes, on a ravitaillement en eau et en bouffe et on repart et puis on est requinqué. Donc on n'a pas forcément sur des offs. C'est vrai qu'en France, on a des magnifiques régions, mais ouais, je pense que la prochaine, enfin les courses qui me font rêver seront les prochaines, ça c'est sûr. Si je m'inscris à une course, c'est parce que elle va m'intéresser, que j'ai envie de la faire par rapport au paysage, par rapport à l'ambiance, enfin bref, à pas mal de choses. Et même si au premier abord, on se dit toujours, enfin, moi je me dis toujours, oh là, ça va être dur, ça va être compliqué. Faut mettre l'entraînement en face et ça permet de passer plutôt un peu mieux le défi et d'en profiter, quoi. Mmh. Et justement, tu disais que, les off, tu avais un petit peu, enfin, je sais pas si tu l'as découvert, mais pas, tu l'as redécouvert peut-être avec le confinement. Hem, Est-ce que là, tu te dis, «Chaque année, il faut que je fasse au moins un truc», c'est ce que je me suis dit moi justement, pareil depuis le confinement. Je me suis dit: «Chaque année, il faut que je fasse un truc en off, un truc, je sais pas, un défi, personnel, sur, tel ou tel GR, une ascension, je sais pas, du Mont Blanc, enfin bref, ce genre de choses-là. C'est quelque chose aussi que toi tu entreprends de faire à l'avenir? Alors, je serai pas aussi, organisé que toi, moi ça sera beaucoup au feeling par rapport à ce que je vois, ou ce que j'ai envie de faire. Moi c'est souvent sur l'envie, c'est une envie au départ, et ensuite, il y a le côté, compétitif qui se met, en couche par-dessus, mais il y a une envie, tout part de l'envie. Et donc, là, ça peut être effectivement des traversées, en mode trail, mais je pense de plus en plus à m'élargir sur, pourquoi pas, du VTT,
du kayak, de la raquette, enfin des sports, en me disant bah, ça serait bien d'élargir un peu mon horizon, sachant que à la base j'aimais pratiquer pas mal de sports et c'est vrai qu'en étant que ces dernières années je me suis vachement resserré sur la course à pied et le trail. Et du coup, là, c'est plutôt ça qui s'enclenche, ces envies d'autres activités éventuellement off. Après, dire qu'est-ce que ce sera, c'est compliqué. Il y a cet hiver, avec mon ami Thomas, justement, qui m'avait appelé à 1 heure du matin, on doit faire la traversée du Vercors en raquette. On devrait le faire en mode assez léger et rapide. Et, euh, et voilà, c'est un truc qu'on avait organisé l'année dernière, mais avec le couvre-feu, on avait annulé parce que bon, il y en a malgré le couvre-feu, ont fait des choses en bivouac. Nous, on voulait pas alourdir encore les urgences s'il nous arrivait quelque chose, puisqu'on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit quand on est dans la nature. Donc, par respect par rapport à ceux qui étaient en surmenage et aux urgences, et puis aussi par rapport aux personnes qui étaient malades ou souffrantes, on a préféré reporter. Donc on espère pouvoir le faire cet hiver. D'accord. Et du coup, toi, tu disais que tout à l'heure que tu étais sur Paris, si je me trompe pas. Eh bien, j'étais sur Paris jusque début juillet, D'accord. puisque on a déménagé toute la famille pour l'Auvergne D'accord. Donc depuis du coup, juillet. ça te permet de préparer peut-être un peu plus facilement ce défi-là raquette, parce que je me disais, enfin, est-ce que avec une expérience de trailer, j'ai fait des raquettes une fois dans ma vie, donc Mhm. je sais pas du tout quelles compétences physiques ça demande. Euh, tu te prépares comment à ça? Euh, je me prépare pas vraiment. Moi, je suis assez autodidacte. Et puis, je fais quand même pas mal d'activités sportives. Et puis, je sais aussi serrer les dents. Et du coup, quand je pars sur un truc comme ça, je peux très bien dire, bon, ça va être dur. Il va falloir lever un peu plus les jambes. Il y a la neige qui va être compliquée. Je connais déjà, enfin j'ai déjà fait de la raquette sur de la rando à la journée, donc je sais un peu ce que c'est. Mais je pense que justement il faut savoir sortir de sa zone de confort et parfois il faut justement sur du off comme ça, ça nécessite quand même de la préparation en termes de matériel, en termes de physique, mais de là à se dire bon, je vais faire 2 mois de raquette avant pour faire cette traversée, c'est assez compliqué à mettre en place. Et si tu essayes de faire ça, c'est vrai que bah, tu fais plus grand chose, quoi. Et de temps en temps, bah, il faut juste sortir de sa zone de confort et se dire bon, et c'est sûr, il va y arriver des pépins. J'ai repensé encore hier soir en m'endormant, me dire s'il y a une raquette qui pète, comment je fais pour continuer, ou parce que quand tu es en plein milieu d'un plateau où il n'y a que de la neige, ça peut vite être compliqué, et ça sera aussi la débrouille. C'est vrai que quand tu pars un peu sur ce genre de projet à l'aventure, ça nécessite aussi un petit peu parfois de prendre quelques. Alors, ils sont mesurés, hein, on reste en France, et puis Mm. si on appuie sur un bouton, dans les 10 minutes qui viennent, il y a un hélicoptère qui peut venir nous Oui, aider. enfin, c'est pas le but. C'est pas le but, Ouais. mais ça reste quelque chose qu'on a la chance de pouvoir avoir quand même en Mhm. France. Euh, mais je pense que quand on veut aller vers ce type de défi sportif, bah, moi je dis souvent sur le GR20 notamment, pour s'alléger au maximum, si tu penses qu'un truc, bah, tu vas le prendre au cas où, et bah, tu le prends pas. Parce que si tu prends tout au cas où, Mm. bah, Bah, t'en finis plus, quoi. c'est ça. T'en finis plus. Et c'est vrai que si tu dis, bah, je vais partir avec une deuxième paire de raquettes sur le dos au cas où, ça, tu vas vite Bah, c'est t'alourdir, ça. et Ouais. ça va être compliqué d'arriver au bout. Tu peux prendre une deuxième tente aussi au cas où. Tu peux prendre un deuxième réchaud au cas où. Et là, dans ce cas-là, c'est un 4x4 qu'il te faut. Mais je pense que, tu vois, c'est au fur et à mesure du nombre de défis et d'aventures comme ça qu'on fait, on a moins cette crainte du départ et de finalement savoir s'adapter, parce qu'on trouve toujours des solutions.
Voilà, c'est ça. Je pense que il faut avoir un côté débrouillard. Je dirais même un peu MacGyver, c'est-à-dire que trouver une solution en faisant les choses soi-même et pas tout. Enfin, le truc, tu parlais de l'hélicoptère. Moi, quand je suis plutôt du genre à me dire, ouais, si tu fais une connerie, il faut l'assumer jusqu'au bout. Bon, après, si je me pète une jambe Ouais, c'est ça. ou mon coéquipier se pète quelque chose, voilà, là, ça va être difficile de, de, de se débrouiller tout seul, et puis même dangereux. Mais le but, c'est de minimiser les risques tout de même. Mais de toute façon, quand tu pars travailler, tu prends des risques déjà en traversant. C'est ça, ouais. Souvent, on oublie que là où il y a le plus grand nombre de morts, c'est parfois dans des situations du Mm. quotidien, hein. Ouais. Donc, ça peut venir très, très vite. Hem, Greg, on a déjà fait un bel échange, je trouve. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose, dont on n'aurait pas parlé et que tu aurais aimé ajouter? Euh, bah de continuer à se faire plaisir, hein, ça serait le leitmotiv, et de pas se mettre des barrières. Enfin, c'est ce que je résume finalement aujourd'hui entre bah, l'ultra trail de mon jardin et cette sortie dans le Vercors. Bah, c'est justement de pas se mettre des barrières psychologiques. Souvent, c'est psychologique, et que finalement le corps il est capable de faire des choses incroyables, et il faut juste avoir la force mentale de prendre son corps en main, et de montrer qu'il décide. Ça ne veut pas dire non plus faire n'importe quoi, mais en tout cas sortir un peu de sa zone de confort, repousser ses limites et sans jamais les dépasser. C'est un très beau message, parce que on le dit souvent, encore une fois, sur le podcast, c'est que la sédentarité est l'un des pires problèmes de notre siècle. Après, je pense que la majorité des personnes qui écoutent ce podcast ne sont pas dans ce cas-là, hein. Je Ouais, vous fais j'espère bien. confiance, à vous, auditeurs. Mais en tout cas, bougez et transmettez ce message autour de vous, et ça c'est ultra nécessaire pour, c'est la santé publique, hein. Mm. Où est-ce qu'on Sachant que renvoie les nous, oui, si je peux rajouter quelque chose, c'est vas-y, que vas-y. nous, justement, on est souvent des modèles parfois inaccessibles par rapport à des cours lambda, entre guillemets, qui n'est pas négatif, hein, par rapport au terme, mais je veux dire, pour le commun des mortels, il y en a finalement pas énormément qui font de sport, enfin, si, qui pratiquent du sport, mais même sur la course à pied, parfois, dès qu'on te dit, ah bah tu t'as fait le marathon des sables, waouh et tout. Mais ouais, enfin c'est une suite logique, et il faut pas se mettre des barrières, il faut y aller progressivement. Faut pas s'interdire de rêver, comme j'ai pu me le faire en me disant, bah non, moi l'UTMB je le ferai jamais, c'est trop dur, ou le marathon des sables. Finalement, c'est de se dire, de se donner les moyens d'y arriver sans y aller trop vite. Et nous, coureurs, il faut pas se mettre trop sur un piédestal, et il faut aussi se remettre au niveau du commun des mortels et dire ben ouais, mais moi il y a plusieurs années j'étais comme toi, je galérais à courir, moi j'avais 15-20 kilos de plus qu'aujourd'hui, et ma première sortie j'ai cru que j'allais mourir. Donc Mmh. voilà, faut rappeler ça, et puis encourager les gens et motiver les gens, et dire que quand on veut, on peut. C'est vrai que souvent tu parlais de modèles, mais en fait, Mm. souvent les personnes vont voir le résultat. Donc, typiquement toi, ben, voilà, il a terminé le, marathon des sables. Bravo, félicitations, c'était une épreuve qui était très dure. Maintenant, moi je pense que tout ce qui se fait, là où ça a été le plus dur, c'est finalement peut-être pas pendant l'épreuve, mais c'est toute la préparation que ça a nécessité, toutes les années d'entraînement qu'il y a eu auparavant pour arriver à ce résultat-là. Et c'est ça, en fait, qui est admirable, parce que ça demande une motivation alors, pour certains au quotidien, hein, c'est de Mm. l'entraînement de tous les jours. Et finalement, le résultat, bah, c'est comme un musicien qui va dérouler la partition qu'il a travaillé pendant des mois et des mois. Quand il en arrive à ce niveau de perfection, c'est qu'il a déjà suffisamment travaillé et que ça coule, quoi, ça déroule. Ouais. Et ça, Alors,
Ça se passe pas toujours aussi facilement parce que c'est vrai que on a parfois tendance à oublier aussi les difficultés. Souvent, on garde que le meilleur. Et moi, sur l'étape longue, par exemple, j'ai du marathon des sables. À un moment, j'ai vraiment eu envie d'abandonner parce que la nuit tombe et la chaleur ne tombe pas. Et moi, je m'attendais vraiment à ce que le froid tombe. Et du coup, moi, cette chaleur, je la supporte plus. Il y a un moment, je suis avec un copain qui s'appelle Florian et il y a un vent chaud qui arrive et qui nous sèche littéralement. Et quand l'air chaud s'engouffre comme ça dans tes narines et dans ta bouche, tu as envie de vomir tellement c'est chaud. Et je me dis non, moi j'arrête, j'en peux plus, je rentre. Et on est de partir du CP, du 50e kilomètre, on devait être au 52e, et je dis je fais demi-tour, je rentre. Et là, Florian il me dit non mais tu fais quoi là? C'est n'importe quoi, on vient de faire 50 bornes, là c'est bon, c'est la nuit, on continue. Je fais, non, non, j'en ai marre et tout. Et lui, finalement, il me dit non mais regarde, dans 8 kilomètres, on est au prochain CP, et après il restera plus qu'un semi. Et il m'a reconvaincu comme ça de continuer. Mais s'il n'avait pas été là, je pense que tout seul, je serais rentré direct au CP et je n'aurais pas été finisher. Hmm. Et deuxième chose aussi, c'est que moi, là, je suis revenu, je suis encore un peu cassé et j'ai eu une aponevrosite plantaire parce que comme il a fait très chaud, j'ai beaucoup marché. En plus avec un pas rapide, chose que je n'ai pas l'habitude de faire, puisque quand je suis en rando, je suis en famille, donc je marche tranquille. Et quand je pars tout seul, c'est pour courir. Donc j'ai pas l'habitude de marcher vite et de faire des grands pas. Et du coup, je me suis enclenché une aponevrosite plantaire que je finis de soigner. Et j'ai aussi, avec cette marche, j'ai encore mal à l'épaule à cause du sac à dos, parce qu'on a quand même un sac à dos qui fait une dizaine de kilos. Enfin, plus ou moins. Je crois que ceux qui sont devant, ça doit faire 5 kilos, mais je pense que ceux de derrière, ils ont un peu plus encore. Du coup, moi, je suis encore en train de soigner mon épaule qui a un peu souffert de ce poids. Donc, c'est pas tout rose non plus. On dit, ah, génial, il a fini en levant les bras et en faisant un saut. Sauf que derrière, il y a quand même des petits bobos et ça, on oublie parfois parce que on se dit, tiens, une fois que la médaille est autour du cou, c'est bon. Non, non, en fait, moi, voilà, j'ai couru qu'une fois depuis que je suis revenu parce que je suis en train de soigner cette douleur au pied et cette douleur à l'épaule, quoi. Ouais, surtout que la ponérosite plantaire, c'est un truc qui est assez long. Donc, Ouais, je dis, hein, je préfère une fracture que ça, mais bon, là, j'ai de la chance aussi par le fait que je cours depuis longtemps, donc du coup, là, j'ai plus qu'une séance avec le kiné, ça devrait être bon. Je croise les doigts et touche du bois. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est vrai qu'il y a ça aussi à prendre en compte, c'est que ça laisse parfois aussi des traces, et ça, on le dit pas toujours, quoi. ouais, donc en fait, enfin, ça résume bien pas que ça résume, ça montre bien ce que tu disais tout à l'heure concernant la progressivité et puis d'y aller tranquillement et puis de gravir les échelons petit à petit pour laisser au corps aussi le temps de s'adapter à tout ce qu'on lui met dans la tronche, quoi. Voilà, c'est ça. De toute façon, on a le temps, hein, la vie est assez longue, donc quoique parfois je me dis ça sera un peu court pour faire toutes les courses qui existent, mais je pense il y a suffisamment de choses à faire pour le faire tranquillement. Et puis même, euh, il faut pas forcément faire que des ultras. Il y a pas mal de courses plus courtes qui méritent d'être faites. Et s'il y a une envie de faire du plus long, de la rando aussi, c'est pas mal. Enfin, et ça participe aussi à la progression. Si tu avais le choix de faire une seule course dans l'année, tu prendrais quoi? Ah, ça serait le marathon de l'Antarctique. Marathon de l'Antarctique, ça c'est beau ça. Ouais, Oh, oh là là, j'admire les gens qui peuvent aller faire ça. ouais, bah ouais, j'admire aussi. C'est un rêve, mais parfois les rêves sont faits pour ne pas être faits, réalisés. Il faut garder des rêves. Ah là 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 là, mes doigts souffrent déjà rien au mot Antarctique prononcé. Je pense que physiquement, je serais incapable d'aller faire ça. Bah, Euh, faut essayer pour savoir. j'ai le syndrome de Raynaud Ah oui, et je pense que. Mais après, je sais pas. Des fois, c'est bizarre ce syndrome-là parce que avec l'activité physique, ça fait rien. Et puis c'est dès que tu t'arrêtes, par contre, que tu souffres. Alors du coup, faut pas s'arrêter au ravito. Euh, ouais, c'est ça. mais
Faudrait que je reçoive quelqu'un qui l'a déjà fait un jour, tiens, d'ailleurs. Ah bah, je pense que si tu contactes Cécile Bertin, Cécile Bertin, ouais. ouais, J'ai pensé à elle, je pensais à elle justement parce qu'elle a fait justement les 7 marathons dans 7 continents. c'est ça, exactement. Ouais, C'est un exact. continent, ouais. Bon, bah, faudrait affaire à suivre. Voilà. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Greg. Où est-ce qu'on renvoie les gens qui veulent suivre tes aventures? Bah, il est sur le site Trail and Running et puis sur le Instagram sur Greg Runner. Eh ben, écoute, je mettrai les liens dans la description et puis de toute façon, en tapant Greg Runner, on trouve facilement tes contenus. Ouais. Merci beaucoup pour notre échange qui était vraiment très intéressant et puis je te souhaite de belles aventures pour 2022 qui va venir très très vite. Eh ben, merci François, à toi aussi. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. Cet épisode est maintenant terminé, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout et si vous êtes encore là, c'est sûrement qu'il vous a plu, alors n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous, c'est la meilleure façon de faire connaître le podcast L'Instinct Outdoor. Parlez-en, partagez les épisodes, merci beaucoup pour votre fidélité et à très très bientôt dans un prochain épisode.